Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 30 juin. Et pour comprendre comment tourne cette planète finance aux mains des banques centrales, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Après le premier semestre le plus volatile, le second semestre le plus versatile ». Oui, de la volatilité, évidemment, on en a eu, et on a battu des records, avec un Nasdaq qui a repris plus 50%, après en avoir perdu 38, on a un Dow Jones qui a perdu la bagatelle de 10 000 points, et qui en a repris quand même plus de 70%. On a un S&P 500 revenu au-delà des 3200, et même des 3230. C'était, je crois, le 8 juin dernier. Le S&P, après avoir perdu là aussi près de 40%, était revenu à son niveau du 31 décembre 2019. Jamais, évidemment, de tels écarts sur un laps de temps aussi court n'ont été enregistrés. Et le S&P, d'ailleurs, va nous claquer son meilleur trimestre depuis 1998. S'il s'était maintenu au-delà des 3200, il aurait tout simplement réalisé son meilleur trimestre depuis 1975. Quant au Nasdaq 100, eh bien, hier soir remonté tout près des 10 000, il a encore une chance de finir au-delà de ce seuil psychologique. On peut parier qu'ils vont certainement nous le mettre au-delà des 10 000, les Sherpas qui pilotent nos marchés. Donc le Nasdaq 100 va battre son record historique de hausse trimestrielle qui remontait à 1999. Voilà. Donc on a une volatilité de dot-com sur un fond économique qui ressemble à un désastre à la 1929. Voilà. Alors, bien entendu, vous entendez en ces derniers jours de semestre des tas de gérants venir vous expliquer que c'est tout à fait normal d'être revenu au niveau du 1er janvier, voire même être au-delà pour les valeurs du Nasdaq, car le marché paye l'avenir. C'est chouette ça. Et oui, c'est quasiment incontestable et imparable comme argumentation. On paye l'avenir, mais quel avenir ? Est-ce que vous croyez qu'avec 10 millions ou 12 millions de chômeurs supplémentaires d'ici la fin de l'année aux États-Unis, c'est pas moi qui le dis, c'est la Fed, l'économie américaine va avoir retrouvé son rythme de croisière habituel, et on peut faire la même démonstration en Europe? Est-ce qu'avec des États endettés à 120, 150% de leur PIB, 120 c'est pour la France et les États-Unis, 150 c'est pour l'Italie, et je pourrais même bien sûr faire un petit clin d'œil à nos amis japonais où ils sont au-delà des 250. Est-ce que vous croyez qu'avec ce niveau d'endettement et quand même l'obligation de rembourser au moins le principal, puisque les taux sont gratuits, donc est-ce que vous croyez que ce niveau d'endettement est soutenable? Je ne le crois pas. Il y a un moment, de toute façon, il faudra envisager une sorte de jubilé. Oui, parce que non seulement le niveau de l'endettement prévisible en 2021, 2022, 2023 est absolument colossal et insoutenable, mais nous avons déjà, dès aujourd'hui, des taux de défaut sur les dettes qui est absolument faramineux. On en parlait justement là lors du live avec nos abonnés à la lettre confidentielle. Nous avons un taux de défaut sur les prêts hypothécaires qui est de 8%. Rappelons-nous que la crise des subprimes a débuté fin 2006, début 2007, avec la faillite de New Century Financial, et parce que ils étaient à un taux de défaut de 6 ou 7%. Au cœur de l'été 2008, quand Fannie Mae et Freddie Mac, les deux organismes parapublics qui, quelque part, conservaient ou géraient les prêts hypothécaires que les gens avaient pris auprès des banques,
on était au maximum à 7,5% de taux de défaut. Alors évidemment, il y a quelques organismes qui étaient carrément à 13% de taux de défaut, mais c'est un petit peu l'exception. Je parle globalement, à 7,5% de taux de défaut, c'était l'éclatement de la bulle immobilière. Aujourd'hui, nous sommes à 8. Voilà. Donc, je dirais que les marchés ont vraiment mangé leur pain blanc au cours des 3 derniers mois. On a voulu ignorer absolument tout ce qui peut justifier une consolidation, des incertitudes sur le nom du prochain président, et il semblerait de plus en plus improbable que ce soit Donald Trump, sauf si Joe Biden tombe pour cause de scandale avec l'Ukraine, etc. On peut faire confiance à Trump, il doit chercher quand même. Nous avons les taux d'endettement et les taux de défaut que nous avons évoqués. Nous avons la survalorisation des marchés que vous connaissez. Et puis vous avez également des banques centrales qui ont, je pense, tiré à peu près toutes leurs cartouches. Voilà. Donc, si les marchés ont atteint un sommet fin premier semestre, le deuxième pourrait être très versatile. On pourrait avoir des baisses. Alors là, on avait une hausse, on va dire, en mode kangourou, vous connaissez, hein, on rechute, on rebondit, on rechute. Là, on pourrait avoir des rebonds et des rechutes de plus en plus violentes. Un petit peu un scénario porte de saloon. Nous pensons qu'il faut aborder ce second semestre bien couvert. On n'est pas au bout de nos surprises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre quotidienne et jeudi pour notre live avec tous nos abonnés. Rejoignez-nous!